À la table de négociation, j'ai fait face à mon ex-mari qui m'avait expulsé de notre maison. Il s'est figé mais le véritable choc est survenu lorsque j'ai parlé dans une langue étrangère. Je me souviens encore de ce voyage à Miami avec ma meilleure amie Jessica, comme si c'était arrivé hier. À l'époque, j'enseignais les langues étrangères depuis quelques années seulement, je travaillais dur, mais je désirais secrètement quelque chose de plus que la routine des plans de cours et des salles de classe. Jessica m'avait convaincu qu'un peu de soleil et d'eau salée me ferait du bien. Elle avait raison. Miami nous a accueillis avec des brises chaudes, le son incessant des vagues, et la musique qui s'échappait de chaque bar le long d'Ocean Drive. C'était comme entrer dans un rêve, un monde où tout pouvait commencer. Un soir, nous avons rejoint une foule rassemblée sur la plage pour un festival culturel. La musique remplissait l'air humide. Des tambours, des guitares, des voix chantant dans des langues que je ne comprenais qu'à moitié mais que je ressentais au plus profond de mes os. Les gens dansaient pieds nus sur le sable, leur rire résonnant contre la marée. Jessica a attrapé ma main et m'a entraîné dans la mêlée. J'ai ri, d'abord hésitante, puis je me suis laissé porter par le rythme. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué, Nathan Harris. Nos regards se sont croisés à travers le cercle de danseurs. Ce fut l'un de ces moments impossibles où le bruit du monde semble s'estomper, et où il ne reste qu'une paire d'yeux fixés sur les vôtres. Il a traversé la foule, souriant, et s'est présenté avec une confiance telle qu'on aurait dit qu'il me connaissait depuis toujours. Il n'y eut aucune pause gênante, aucun petit bavardage qu'il aurait fallu forcer. Nous avons simplement cliqué. À partir de cette nuit-là, nous étions inséparables. Nous avons exploré Miami ensemble. Des promenades tard le soir le long du rivage, assis sur la jetée avec de la nourriture de rue dans nos mains, parlant de nos rêves comme si l'avenir nous appartenait déjà à façonner. Nathan m'a parlé de son travail dans le monde des affaires, de la façon dont il s'était spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté. Il parlait avec un tel dynamisme, une telle clarté que je croyais qu'il pouvait tout faire. Et il me regardait comme si j'étais tout aussi capable, comme s'il voyait une partenaire plutôt qu'un simple joli visage en vacances. Quand le voyage s'est terminé, je m'attendais à ce que notre histoire s'estompe comme les romances de vacances le font généralement. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Alors que nous nous disions au revoir à l'aéroport, nous avons découvert que nous n'habitions pas seulement dans le même État, mais dans la même ville, Seattle. Je me souviens avoir ri d'incrédulité. Jessica se moquait de moi en disant que le destin me criait pratiquement à l'oreille. Et peut-être que c'était le cas. De retour chez nous, Nathan et moi avons repris exactement là où nous nous étions arrêtés. Nous avons eu de vrais rendez-vous, des cafés les matins de pluie, des dîners dans des restaurants discrets où nous nous attardions bien après que les assiettes aient été débarrassées. Tout semblait naturel, comme si nous nous connaissions depuis des années au lieu de quelques semaines. Il n'y avait pas de jeu, pas de doute. Il m'appelait tard le soir juste pour entendre ma voix. Et je me surprenais à sourire dans l'obscurité, certaine que c'était de l'amour. Nathan n'a pas tardé à me demander en mariage. Avec le recul, cela semble imprudent à quel point nous nous sommes précipités dans le mariage. Mais à l'époque, cela semblait juste. Plus que juste. Cela semblait inévitable. Les gens parlent de âmes sœurs comme si elles étaient rares, fragiles, mais avec Nathan, j'avais l'impression d'avoir trouvé la mienne. Nous n'avions pas besoin de temps pour le tester ou le remettre en question. Nous croyions en ce que nous ressentions. Et ainsi, quelques mois après notre retour de Miami, je me tenais devant lui en disant « Je le veux ». Convaincu que je venais d'entrer dans la vie que j'étais censé avoir. Lorsque Nathan et moi sommes retournés à Seattle en tant que mari et femme, nous étions déterminés à construire une vie ensemble à partir de zéro. La toute première étape fut d'acheter un endroit à nous. Ce ne fut pas facile. L'appartement que nous avons choisi était magnifique, moderne, avec de hautes fenêtres qui donnaient sur la ville. Mais il venait avec une hypothèque qui semblait énorme par rapport à nos salaires combinés. Pourtant, Nathan était confiant. Il s'était déjà fait un nom en tant que gestionnaire de crise, le genre d'homme que les entreprises appelaient lorsque tout s'effondrait. Ses revenus étaient élevés, sa réputation grandissante, et il croyait que nous pourrions supporter le poids du prêt. J'enseignais toujours les langues dans une école privée. Ma paie était modeste comparée à la sienne, mais il était important pour moi de contribuer. Je faisais des économies là où je pouvais, je cuisinais à la maison, je renonçais aux petites indulgences, et je me rappelais que c'était temporaire, que bientôt nous serions libérés de la dette et pourrions vivre comme nous en rêvions. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le rythme de cela.
Nathan versant la majeure partie de son salaire directement dans l'hypothèque, moi couvrant les courses et les factures. Nous étions une équipe, et chaque sacrifice semblait partagé. Ces premières années ont été remplies de joie petite et tendre. Des soirées passées sur le canapé avec des livres sur les genoux. Nathan jetant parfois un coup d'œil pour me sourire. Des week-ends pluvieux à cuisiner ensemble dans la cuisine. L'odeur de la cannelle remplissant l'appartement. Des conversations tard le soir sur l'avenir où nous parlions à voix basse d'avoir un enfant, d'entendre de petits pieds courir sur les planchers de bois franc. Parfois, il me serrait contre lui et murmurait qu'un jour nous aurions tout. La liberté, la sécurité, une famille. Et je le croyais. Lorsque nous avons finalement effectué le dernier paiement, nous avons organisé une pendaison de crémaillère qui a également servi de célébration de victoire. Des amis ont envahi notre nouvel appartement, remplissant chaque coin de rire et du tintement des verres. Jessica s'est moquée de moi en disant que j'étais enfin une propriétaire adulte, tandis que Nathan jouait l'hôte, se déplaçant dans les pièces avec confiance, faisant en sorte que tout le monde se sente le bienvenu. La musique jouait. Quelqu'un a lancé des jeux stupides. Et je me souviens à quel point j'étais heureuse entourée de gens qui nous souhaitaient du bien. Ce fut l'une de ces soirées qui semblait confirmer que nous avions tout fait correctement. J'ai bu plus que d'habitude ce soir-là. Emporté par l'excitation. À un moment donné, Nathan m'a tendu une petite pile de papier en disant qu'il s'agissait juste de formulaires que la direction de l'immeuble devait signer. Quelque chose à propos des services publics, des réparations futures, de l'assurance. J'ai ri, ivre et insouciante, et je les ai signés sans les lire. Je me souviens vaguement qu'il a présenté un homme en costume. Il a dit qu'il était un notaire du bureau de l'immeuble. Cela semblait routinier, et avec du champagne à la main et des rires tout autour, je n'ai pas posé de questions. Je faisais entièrement confiance à Nathan. Jessica s'est moquée en disant que je signais ma vie, et nous avons tous ri. Le moment a passé dans le brouillard du champagne, juste un autre flou dans une nuit de célébration. Alors que nos derniers amis partaient, et que nous nous effondrions sur le canapé, épuisés et toujours rayonnants de joie. Je me souviens avoir regardé autour de l'appartement et n'avoir ressenti que de la fierté. Nous l'avions fait ensemble. C'était notre endroit, notre avenir, le fondement de tout ce que nous allions construire. Je me suis appuyé sur l'épaule de Nathan, croyant de tout cœur à la promesse de notre mariage. Et pourtant, quelque part au plus profond de moi, il y avait la plus infime trace d'inquiétude, comme un murmure que je ne pouvais pas tout à fait entendre. Je l'ai mis de côté à l'époque. Après tout, que pouvait-il bien mal tourner lorsque l'amour et la confiance semblaient si forts? Au début, la vie dans notre nouvel appartement était stable et sécurisante. Mais lentement, presque imperceptiblement, le rythme a commencé à changer. Le travail de Nathan en tant que gestionnaire de crise est devenu plus exigeant. Il voyageait constamment, parfois absent pendant des jours. Même lorsqu'il était à la maison, il rentrait souvent tard, les épaules tendues, son téléphone bourdonnant de messages interminables. Je me disais que c'était le prix de son succès, qu'il le faisait pour nous, pour l'avenir dont nous avions rêvé. Je ne l'ai jamais remis en question. Je lui faisais entièrement confiance. Ce que j'ignorais alors, c'est que ces soirées n'étaient pas toujours remplies de réunions et de rapports. Quelque part en chemin, Nathan avait renoué avec Rebecca Moore, une fille qui avait autrefois été la reine intouchable de son lycée. Elle était belle d'une manière soignée et dramatique. Chaque mèche de cheveux était en place, chaque sourire pratiqué à la perfection. Elle se nourrissait de l'attention, et Nathan la lui donnait généreusement. Ce qui avait commencé comme une réunion innocente s'était transformé en quelque chose de plus, quelque chose qui le tirait de plus en plus loin de notre foyer. Je suis restée inconsciente. Pendant qu'il s'échappait dans l'orbite de Rebecca, je me suis noyé dans le travail et l'auto-amélioration. L'enseignement des langues était ma passion, mais je voulais plus que de simples exercices de grammaire et des plans de cours. J'ai commencé à étudier l'italien, l'espagnol, et même le grec. Poussé par l'idée qu'un jour Nathan et moi réaliserions enfin les voyages que nous nous étions promis, j'imaginais nous promener dans les rues étroites de Venise, siroter un café à Madrid, nous tenir sous les dômes bleus de Santorin. Chaque soir, je passais des heures sur des manuels et des fiches. Je me disais que j'investissais dans notre avenir commun. Le contraste entre nous ne pouvait être plus frappant. Je mettais mon énergie dans des rêves que nous avions construits ensemble, tandis qu'il démantelait tranquillement les fondations mêmes de ces rêves. Il est devenu plus distant, distrait, même lorsque nous nous assoyions pour dîner. Son sourire n'atteignait plus ses yeux,
et il y avait des moments où je le surprenais à me regarder au-delà, perdu quelque part où je ne pouvais pas le suivre. J'ai essayé d'ignorer les pointes de doute, me convainquant que chaque mariage avait ses hauts et ses bas, que sa froideur n'était que du stress. Avec le recul, les signes étaient là. Le téléphone protégé qu'il ne laissait jamais sur le comptoir. Les voyages qui semblaient se multiplier sans explication claire. L'odeur légère d'un parfum inconnu sur sa veste, une ou deux fois. Mais j'ai fait taire la voix en moi qui murmurait que quelque chose n'allait pas. Je voulais tellement croire en nous, croire que l'homme qui m'avait un jour regardé à travers une plage bondée à Miami était toujours le même homme que j'avais épousé. Je me disais que l'amour était plus fort que la distance, plus fort que le travail, plus fort que la tentation. Je me disais que tous les couples traversent des saisons. Et donc, j'ai continué à apprendre, à travailler, à attendre le jour où nous serions libérés de ces obligations et pourrions vivre pleinement. Je ne savais pas alors que la distance entre nous n'était pas temporaire du tout. C'était le début d'une fracture qui ne pourrait jamais être réparée. C'est arrivé un soir ordinaire, du genre où rien ne semblait hors de propos. J'avais préparé le dîner, quelque chose de simple. Poulet rôti avec des pommes de terre à l'ail, le genre que Nathan appréciait habituellement. Il était assis en face de moi, inhabituellement silencieux, poussant la nourriture sur son assiette sans appétit. Je pensais qu'il était fatigué, épuisé par un autre voyage. Mais ensuite, il a levé les yeux, ses yeux vifs avec une étrange détermination. « Eleanor, a-t-il dit, la voix plate. Je dois te dire quelque chose. J'aime quelqu'un d'autre. Je veux un divorce. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, me transperçant avec une précision plus vive que n'importe quel couteau. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé, incapable de bouger, incapable de respirer. À l'intérieur, tout se tordait, mais à la surface, je restais immobile. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon verre à travers la pièce comme dans les films. Au lieu de cela, j'ai entendu ma propre voix, calme et distante, demander depuis combien de temps cela durait. Il s'est remué inconfortablement, à marmonner quelque chose sur le fait que cela n'avait plus d'importance. Mais cela importait pour moi. Chaque détail, chaque mensonge que j'avais avalé tout rond. Pourtant, même lorsque la vérité s'est installée, je me suis surprise. Je ne l'ai pas combattu. Je n'ai pas supplié. Quelque chose en moi s'est figé solidement. Un bloc de glace là où mon cœur aurait dû être. Je lui ai dit calmement que je préparais mes affaires et que je partirais le matin. Mais Nathan n'avait pas fini. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et, avec un sourire cruel, a délivré le deuxième coup. « Tu devrais savoir, a-t-il dit. Tu n'as aucun droit sur l'appartement. C'est le mien seul. » J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « De quoi parles-tu ? Nous l'avons acheté ensemble. J'ai payé l'hypothèque chaque mois. » Il a gloussé, un son qui m'a donné la chair de poule. « Tu te souviens de la soirée de pendaison de crémaillère ce soir-là ? Tu étais ivre, tu signais tous ces petits papiers que je te tendais. L'un d'eux était une renonciation. Tu as renoncé à ta part de l'appartement. L'acte est à mon nom uniquement. La pièce a tournoyé. Mon esprit est retourné à cette nuit. Musique, rire, bulles de champagne embuant ma tête. Je me souviens avoir signé des papiers. Nathan se glissait devant moi. La voix de Jessica plaisantait en disant que je signais ma vie. J'avais ri. J'avais fait confiance. Et maintenant, j'ai réalisé que j'avais été piégé de la manière la plus cruelle possible. Tu ne peux pas être sérieux, j'ai murmuré. Oh, je suis très sérieuse, a-t-il dit, se penchant en avant. Tu n'as jamais été celle qui payait les vraies factures. Ton salaire couvrait les courses, les services publics, une petite monnaie comparée à ce que j'apportais. Cet appartement a toujours été à moi. Tu devrais être reconnaissante de l'avoir même habité. Ces mots ont tranché plus profondément que la trahison elle-même. Toutes ces nuits où j'avais vécu sans économiser des centimes, cru que nous travaillions ensemble. Il les a réduites à néant. Pour lui, je n'étais rien. Je me sentais vide, comme si les murs de l'appartement se refermaient sur moi, me crachant dehors comme si je n'avais jamais été à ma place. Ce n'était pas seulement qu'il avait pris une autre femme dans son cœur. C'était qu'il avait volé le foyer même qu'il avait construit ensemble, le symbole de notre lutte commune, de nos rêves communs. Je ne lui ai pas répondu. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir craquer. Au lieu de cela, je me suis levé,
je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire une petite valise. Mes mains tremblaient en pliant les vêtements, chaque mouvement mécanique, détaché, comme si je regardais quelqu'un d'autre. Au matin, j'étais parti. J'ai laissé derrière moi les meubles que nous avions choisis ensemble, les livres que nous avions alignés sur les étagères, les photos de nous souriant dans de meilleurs jours. J'ai quitté l'appartement avec rien d'autre qu'un sac et le goût amer de la trahison dans la bouche. Le trajet en taxi jusqu'à la maison de ma mère fut silencieux, les lumières de la ville se brouillant à travers mes larmes. Je pensais avoir connu la douleur auparavant, mais c'était différent. C'était la dévastation, le genre qui vous dépouille de votre foyer, de votre amour, de votre dignité. Tout à la fois. Lorsque j'ai franchi le seuil de la petite maison de ma mère, ses bras ouverts et attendants, j'ai réalisé que ma vie telle que je la connaissais était terminée. Et à sa place, il ne restait que le vide. Déménager chez ma mère semblait entrer dans une autre vie. L'appartement était petit, modeste, rempli du confort tranquille de quelqu'un qui avait enduré sa part de perte. Ma mère n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a simplement ouvert la porte, m'a serré fort dans ses bras, et m'a laissé m'effondrer dans ses bras. Cette nuit-là, alors que j'étais assise à sa table de cuisine, fixant la tasse à fleurs ébréchées qu'elle me tendait, elle a dit doucement, « Tu es encore jeune, Éléanore. Ce n'est pas la fin. Un jour, tu seras de nouveau heureuse. » Ces mots étaient doux, mais ils glissaient sur moi comme l'eau sur la pierre. J'ai hoché la tête, reconnaissante, mais la douleur en moi était vive et implacable. La nuit, je restais éveillé à rejouer chaque moment avec Nathan. Ses rires à Miami, ses promesses à Seattle, sa trahison à notre propre table de dîner. Je me sentais vidé, un fantôme de moi-même. Pourtant, je me forçais à continuer. J'allais au travail, je préparais des leçons, je faisais semblant d'aller bien. En surface, je fonctionnais. À l'intérieur, j'étais brisé. C'est Jessica qui a refusé de me laisser rester, ensevelie dans le chagrin. Un soir, elle est apparue à la porte de ma mère. Son énergie était féroce comme toujours. Il y a cet événement, a-t-elle dit, les yeux pétillants. Une mascarade, des rendez-vous à l'aveugle, tout est anonyme. Des hommes de partout, de différents milieux, différentes cultures. Tu vas adorer. J'ai secoué la tête immédiatement. La dernière chose que je voulais était un autre homme, une autre déception. Mais Jessica a insisté, me taquinant, me persuadant, affirmant que j'avais besoin de vivre un peu, de tenter ma chance. Puis le destin est intervenu. Le soir de l'événement, Jessica a attrapé une fièvre si élevée qu'elle pouvait à peine se tenir debout. « Tu dois y aller à ma place », a-t-elle supplié. « Tout est déjà organisé. Ne laisse pas mon billet être gaspillé. » Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. La mascarade s'est déroulée dans une grande salle faiblement éclairée, à la périphérie de la ville. Dès que je suis entré, j'ai été englouti par l'atmosphère. La musique pulsait doucement, les lustres projetaient une brume dorée, les masques de toutes les couleurs scintillaient sous la lumière. Les gens riaient, chuchotaient, faisaient teinter les verres. Des serveurs passaient avec des plateaux de champagne. Et j'en ai pris un, puis un autre, laissant le pétillant émousser l'arête de mes nerfs. C'était surréaliste, traverser la foule en costume, mon propre visage caché. Plus Éléanore l'épouse trahie, mais quelqu'un d'autre entièrement. Des étrangers se penchaient, parlant en espagnol, en italien, en grec. J'ai bredouillé des réponses, reconnaissantes pour les langues que j'avais étudiées, bien que les conversations se soient brouillées. La pièce tournait avec le son et la couleur, et le champagne n'aidait pas. Puis, sans crier gare, un grand homme au masque sombre a touché mon bras, fermement mais pas méchamment, et m'a guidé loin du bruit. Ma tête tournait, mon cœur battait. Je n'ai pas résisté. Nous nous sommes glissés dans une pièce plus petite, éclairée à la bougie et calme, où une femme était assise derrière un bureau avec des papiers étalés devant elle. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, l'homme m'a tendu un stylo. Je me souviens avoir ri nerveusement, pensant que c'était une sorte de performance. Les mots sur la page se brouillaient, mais j'ai vu une légère emblème dans le coin, un sceau qui ressemblait à quelque chose d'un consulat étranger. Dans mon état d'esprit du jour, cela ressemblait à du théâtre, alors j'ai signé. J'apprendrai plus tard que tout cela faisait partie d'un montage juridique clandestin approuvé par des enquêteurs fédéraux. Ma main tremblait alors que le stylo griffait le papier. La femme a tamponné le document, a levé les yeux et a dit quelque chose que j'ai seulement à moitié entendu. Félicitations. Le mariage est officiel.
J'ai figé. Mon regard s'est dirigé vers l'homme à côté de moi. Et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Son masque avait disparu. Ses yeux étaient sombres, calmes, indéchiffrables. Michael Deumier, a-t-il dit, sa voix basse, presque solennelle. Et juste comme ça, ma vie brisée avait pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, je ne reconnaissais pas où j'étais. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres drapées de rideaux de soie, projetant un douceur sur une pièce trop élégante pour être la mienne. Une commode en bois sculpté se trouvait contre le mur, un vase de lys frais dessus. Les draps sous moi sentaient légèrement le cèdre et la lavande. Pendant un instant, la panique s'est resserrée dans ma poitrine. Où étais-je? Que avais-je fait? Puis j'ai entendu des pas. La porte s'est ouverte et l'homme de la mascarade est entré. Son masque avait disparu maintenant, révélant des traits fins et des yeux calmes et assurés. Il portait un plateau avec du café et des toasts, le posant doucement sur la table avant de me regarder avec une sorte de respect mesuré. « Bonjour, Eleanor », a-t-il dit. « Mon nom est Michael Deumier. » Je me suis assise lentement, serrant la couverture plus fort autour de moi. Ma voix s'est cassée. Où suis-je? Que s'est-il passé hier soir? Tu es en sécurité, m'a-t-il rapidement rassuré. C'est un domaine privé en dehors de la ville. Et pour hier soir, disons que les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Il a hésité, puis a rencontré mon regard. Les papiers que tu as signés, ils étaient réels. Légalement, toi et moi sommes mariés. La pièce a tournoyé. J'ai serré la couverture comme si elle pouvait m'ancrer. Marié? Ce n'est pas possible. C'était une mascarade. Une sorte de jeu. Michael a secoué la tête. Pas un jeu, une couverture. Je suis un policier infiltré travaillant avec des enquêteurs fédéraux sur la criminalité financière organisée. Cette mascarade était une opération coup de poing. Sa voix était basse, régulière, presque trop calme pour le poids de ses mots. Je l'ai regardé, la bouche sèche, et tu m'as entraîné là-dedans sans me le dire, sans me demander. Ses yeux se sont adoucis. Ce n'était pas censé être toi. Une autre femme était censée être là, mais le destin en a décidé autrement. J'admets que je n'aurais pas dû te laisser signer, mais ça a marché. La couverture est en place, et cela nous donne un lien que je ne peux pas fabriquer. Je voulais crier, sortir de la porte, annuler la nuit, mais ensuite il s'est penché en avant, son ton changeant. Eleanor, je dois être honnête. Il ne s'agit pas seulement de l'opération. Ton ex-mari, Nathan Harris. Il est lié au réseau que nous enquêtons. Il n'est pas seulement infidèle. Il est impliqué dans des raids d'entreprise, de la fraude, des transactions qui ruinent des familles. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse se rapprocher de lui. Quelqu'un à qui il fait assez confiance pour se laisser aller. L'air a quitté mes poumons. Nathan. Même après m'avoir détruite, même après avoir volé ma maison, son ombre planait toujours sur ma vie. La voix de Michael était plus douce maintenant. Je ne te forcerai pas, mais je crois que tu es la clé pour le démasquer, pour l'arrêter avant qu'il ne ruine d'autres vies. Je me suis assise en silence, déchirée entre la fureur et l'incrédulité. Une partie de moi voulait fuir tout cela, Michael, le mariage, les mensonges. Mais une autre partie, toujours sensible à la trahison de Nathan, ressentait autre chose. La chance de lui faire face, de voir enfin la justice. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était ferme. Je vais vous aider. Si Nathan est aussi coupable que vous le dites, alors je veux que la vérité éclate. Je veux qu'il réponde de ce qu'il a fait. Michael a hoché la tête, son expression indéchiffrable. Alors nous commençons. Le complexe hôtelier des Florida Keys ressemblait d'abord à un paradis. Les palmiers se balançaient dans la brise. L'océan s'étendait à l'infini dans des nuances de bleu, et l'odeur du sel et de l'hibiscus flottait dans l'air. Mais sous la beauté de la carte postale, la tension était palpable. Ce n'était pas des vacances. C'était un champ de bataille, déguisé en couleurs tropicales. J'étais là en tant que traductrice, officiellement engagée pour aider les propriétaires du complexe, une vieille famille déterminée à protéger son héritage. Michael, sous sa couverture officielle, agissait en tant que facilitateur, surveillant discrètement chaque mouvement. Et puis il y avait l'autre côté, les acheteurs, les prédateurs qui rôdaient avec des sourires acérés et des chaussures cirées.
Lorsque les doubles portes de la salle de conférence se sont ouvertes, et que le groupe est entré, mon cœur s'est arrêté. Nathan Harris est entré. Rebecca, plus sur son bras. Il avait l'air plus vieux d'une certaine manière, plus dur, mais se tenait toujours avec la même confiance qui m'avait autrefois fait croire en lui. Rebecca s'accrochait à lui comme à un trophée, sa robe audacieuse, son rire assez vif pour attirer les regards à travers la pièce. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Puis son regard a balayé la salle, s'est posé sur moi, et s'est figé. Il a regardé comme s'il avait vu un fantôme. J'ai senti le poids de ses yeux, cherchant, incrédule. J'avais changé depuis la dernière fois qu'il m'avait vu. Mes cheveux coiffés différemment, ma posture plus droite, mes vêtements plus élégants, choisis pour projeter la confiance que j'avais été forcé de bâtir. Je n'étais pas la femme brisée qu'il avait jetée dehors. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait survécu. J'ai baissé les yeux brièvement, puis je les regardais avec le détachement calme d'un professionnel. À l'intérieur, mon cœur battait, mais en surface, j'étais composé. Je me suis présenté à la salle en espagnol impeccable, guidant les échanges d'ouverture entre les propriétaires du complexe et leurs acheteurs potentiels. Ma voix était régulière, mon sourire pratiqué. Nathan n'a jamais quitté mes yeux. Alors que la réunion a été interrompue pour une courte pause, j'ai senti qu'il s'approchait. Ses pas étaient plus lourds que je ne me souvenais, sa présence plus imposante. « Eleanor » a-t-il murmuré, sa voix. « S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Je me suis tourné pour lui faire face, l'expression indéchiffrable. Pendant un moment, j'ai vu le reflet de l'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme qui m'avait tenu sur les rives de Miami. Mais ensuite, le rire de Rebecca a retenti de l'autre côté de la salle, me ramenant au présent. « Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à dire ?» ai-je demandé. « Pas ici » a-t-il plaidé. « S'il te plaît, accorde-moi juste quelques minutes seul. » Ses yeux étaient désespérés, agités, comme un homme au bord de l'effondrement. J'ai hésité assez longtemps pour qu'il ressente le poids de mon silence. Puis, avec un signe de tête mesuré, j'ai dit « D'accord ». Après la fin de la session, 5 minutes, rien de plus, point. Son soulagement était palpable. Il a exhalé comme s'il avait retenu son souffle pendant un an. Je me suis détourné avant qu'il ne puisse en dire plus, retournant vers la table du propriétaire avec un calme délibéré. À l'intérieur, je tremblais, non pas de peur, mais d'anticipation. C'était le moment pour lequel Michael m'avait préparé. Le passé et le présent entraient en collision, et je n'étais plus impuissante. Pour la première fois, Nathan avait besoin de quelque chose de moi, et j'avais l'intention de l'utiliser. La jetée s'étendait tranquillement dans la nuit, les planches de bois glissantes de sel et de clair de lune. Je me tenais là à attendre, les bras croisés, la brise portant l'odeur de l'océan. Mon cœur était régulier, bien que je savais que Michael et son équipe étaient quelque part à proximité, regardant, écoutant. Ce n'était pas juste une réunion. C'était le moment où tout allait basculer. Nathan est arrivé en retard, ses pas inégaux, ses épaules voûtées comme si le poids de ses choix le pressait enfin. Quand il m'a vu debout là, il s'est effondré. Il a titubé en avant, puis s'est effondré à genoux là, sur les planches humides. « Eleanor » a-t-il suffoqué, la voix rauque. J'ai été un imbécile. J'ai perdu la seule chose qui ait jamais compté. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi réparer. Reviens vers moi. Des larmes luisaient dans ses yeux, ses mains tendues comme s'il pouvait s'ancrer en moi. Pendant un moment, j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Je voulais qu'il ressente ça, le gouffre qu'il avait creusé pour lui-même. Quand j'ai enfin parlé, ma voix était froide, mesurée. Tu m'as blessé plus que quiconque n'aurait pu le faire. Les mots ne changeront pas ça. Si tu veux que je te croie, si tu veux que j'envisage même de te pardonner, prouve-le. Dis-moi tout. Montre-moi que tu ne te caches plus dans les mensonges. Le désespoir tordait son visage. N'importe quoi, a-t-il murmuré. Je te dirai n'importe quoi. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, l'ai posé négligemment sur la rambarde comme si je l'avais oublié là. L'application d'enregistrement fonctionnait silencieusement, son petit voyant rouge caché par ma main. Je l'ai regardé, mon expression s'adoucissant juste assez pour le convaincre, et puis il a commencé à parler. Au début, c'était des fragments, des noms d'entreprises, des partenaires obscurs, de vagues allusions à des transactions. Mais bientôt, les écluses se sont ouvertes. Il a tout déversé.
les manœuvres de prédation, la fraude, la manipulation des entreprises faibles jusqu'à leur effondrement pour que ses associés puissent les acheter pour des miettes. Il a cité des investisseurs, des sociétés écrans, et même fait allusion à l'argent transféré à l'étranger. Sa voix tremblait, mais il ne s'est pas arrêté. C'était comme si le fait de se décharger pouvait d'une manière ou d'une autre le racheter à mes yeux. Je hochais la tête de temps en temps, murmurais des encouragements, prétendant être ému par sa confession. À l'intérieur, mon estomac se retournait à chaque mot, mais je me forçais à rester calme, à le laisser continuer à parler. Derrière nous, cachés dans l'ombre, Michael et son équipe écoutaient via un micro. Chaque nom, chaque détail, chaque lapsus de Nathan était un autre clou dans son cercueil. Quand il a finalement terminé, le visage strié de larmes. Il a tendu la main vers la mienne. « Maintenant, tu sais, a-t-il dit, tremblant. Maintenant, tu peux croire que j'ai changé. Nous pouvons recommencer. Dis juste le mot. » J'ai retiré ma main lentement. « Merci de me l'avoir dit, Nathan, mais tu t'es trompé sur moi. Je ne suis pas venu ici pour recommencer. Je suis venu ici pour mettre fin à tout ça. » Son visage s'est déformé de confusion, mais avant qu'il ne puisse répondre, Michael est sorti de l'ombre, des agents tout près. Les yeux de Nathan se sont écarquillés alors que les menottes s'enclenchèrent autour de ses poignets. Il a crié, s'est débattu, a juré que tout était une erreur. Mais ensuite, son regard m'a retrouvé, et l'horreur a éclaté. « C'était toi, a-t-il craché. Tu m'as fait ça. » J'ai soutenu son regard, imperturbable. « Non, Nathan, tu l'as fait toi-même. Ce n'était pas de la vengeance pour moi. C'était la vérité. » Et là, le regardant être emmené, je me suis enfin senti libre. Quelques jours plus tard, la nouvelle s'est répandue rapidement. Nathan Harris était mort d'une crise cardiaque soudaine en prison. Son corps avait cédé avant que le procès ne puisse commencer. Bien que le tribunal n'ait jamais vu sa confession, les preuves avaient déjà été soumises au procureur. Son nom serait à jamais lié à la destruction financière qu'il avait causée. En fin de compte, il n'a pas pu échapper aux conséquences, pas même dans la mort. Rebecca Moore a disparu de la scène presque instantanément, le laissant pourrir dans la mémoire pendant qu'elle cherchait sa prochaine conquête. J'aurais dû ressentir de la fierté, et à certains égards, je l'ai fait. La justice avait été rendue, ses mensonges dévoilés, son pouvoir brisé. Mais il n'y avait pas de vraie joie, seulement une satisfaction creuse, vive et froide. L'homme qui avait autrefois été mon monde entier avait disparu, détruit par sa propre main. Me tenant sur la même jetée quelques jours plus tard, j'ai laissé le vent me traverser, le sel me piquait les lèvres. C'était fini. Le chapitre Nathan Harris avait pris fin. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander à quoi ressemblerait ma vie sans son ombre pesant sur elle. Après l'arrestation et la mort soudaine de Nathan, tout semblait étrangement calme. La tempête qui avait consumé ma vie pendant des années était terminée, laissant derrière elle un silence que je ne savais pas trop comment remplir. Je suis retourné à l'enseignement, à des routines simples, mais le vide persistait. C'est alors que Michael est apparu à ma porte avec une valise à la main et une invitation à laquelle je ne m'attendais pas. Ils m'ont accordé un congé prolongé, a-t-il dit. Viens avec moi en Turquie. Rencontre ma famille. Vois d'où je viens. Pendant un instant, j'ai hésité. Voyager avait toujours été un rêve que j'avais tissé avec Nathan, un rêve qui s'était transformé en cendre dans mes mains. Mais les yeux de Michael ne portaient ni tromperie, ni ordre du jour caché, seulement de la patience et un espoir que j'apprenais lentement à faire confiance. Alors j'ai dit oui. Le voyage ressemblait à entrer dans un autre monde. Les eaux turquoises de la mer Égée s'étendaient à l'infini, le soleil scintillant sur les vagues. Nous avons erré dans des marchés animés, l'air épais de l'odeur des épices et du café torréfié. Dans des villages paisibles, des femmes nous ont accueillis avec des sourires et du pain frais. Leur chaleur était si authentique qu'elle me faisait venir les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, je ne regardais pas par-dessus mon épaule. Je n'attendais pas la trahison. Je me sentais en sécurité. Je me sentais vivante. Rencontrer la famille de Michael fut comme être replié dans un nouveau chapitre que je n'avais pas osé imaginer. Sa mère m'a embrassé sans hésitation. Ses cousins le taquinaient en turc rapide, me tirant dans leur rire. Dans leur foyer, rempli de voix et d'histoires. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps, l'appartenance. Un soir, nous nous sommes promenés le long du rivage alors que le soleil descendait bas,
peignant le ciel en nuances d'or et de rose. L'eau caressait doucement nos pieds, et le monde semblait retenir son souffle. Michael s'est arrêté, s'est tourné vers moi, et pour la première fois depuis cette nuit étrange à la mascarade, sa voix tremblait. « Eleanor, a-t-il dit, ce qui a commencé comme une couverture est devenu quelque chose de réel. Je t'aime non pas comme partie d'une opération, non pas parce que tu pouvais faire quelque chose pour moi, mais à cause de qui tu es. Je ne veux plus me cacher derrière des papiers ou des accidents. Je veux que ce soit réel. Veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois ?» Pendant un battement de cœur, je n'ai pas pu parler. Tous les souvenirs se sont précipités en moi. Douleur, trahison, survie. Et pourtant, me tenant là avec Michael, j'ai compris que l'amour ne consiste pas à être balayé par le destin sur une plage. Il s'agit de quelqu'un qui vous choisit chaque jour avec honnêteté et dévotion. J'ai souri, des larmes me piquaient les yeux. Oui, ai-je murmuré cette fois. Oui. Le soulagement de Michael était radieux alors qu'il me serrait dans ses bras. Derrière nous, l'horizon s'étendait large et infini, la mer reflétant la promesse de demain. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais refermé la porte sur mon passé et franchi pleinement la vie que j'étais censé vivre. Une vie où l'amour n'était pas un mensonge, mais un don. Un nouveau chapitre avait commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, il était rempli d'espoir.